L'intelligence artificielle est-elle l'avenir de l'homme? Ou bien annonce-t-elle, comme certains le craignent, la disparition sociale de l'homme? À l'heure de l'émergence de l'IA, de ChatGPT et de toutes sortes d'applications dopées à l'intelligence artificielle, la question mérite plus que jamais d'être posée. Et pour en discuter avec nous, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Morad Atik. Bonjour et bienvenue sur Mizan TV. Bonjour l'équipe Mizan TV. Bonjour à tous. Vous venez de lancer récemment, Morad Atik, la société Qu'est-ce qu'il y a Consulting, une société spécialisée dans les projets en data et en IA, donc vous allez avoir l'occasion de nous en parler. Vous aviez auparavant lancé en 2016 Evolukid avec votre frère Rabat, qui est ingénieur en robotique. Vous proposiez à l'époque des ateliers de programmation, de robotique et de découverte de l'intelligence artificielle en e-learning et en présentiel. Alors justement, ce sera ma première question, Morad Atik. C'est quoi l'intelligence artificielle? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne? Ok, alors d'abord merci pour l'invitation et puis bravo pour tout le travail que vous faites. Et on vous espère un grand développement parce que je trouve très intéressant ce que vous faites et fondamental et nécessaire. Alors, pour définir l'IA, ce qu'on appelle communément l'IA, l'intelligence artificielle, en fait l'IA, pour le définir avec des mots simples, ce sont des algorithmes donc qui sont codés, qui sont créés par des développeurs. Il y a toujours eu des algorithmes, il y a toujours eu des développeurs. Là où c'est différent d'avant, c'est que les algorithmes sont de plus en plus complexes et ils ont cette capacité à comment dirais-je, à simuler quelques traits de l'intelligence humaine. Par exemple, la grande question de l'apprentissage. Un algorithme ou une ligne de code, elle est là pour produire de manière bête et méchante une tâche. Là, les algorithmes sont un peu plus complexes et ils peuvent apprendre d'eux-mêmes. Et même là, c'est extrapolé, on va pas entrer dans les détails, mais en gros, ce sont c'est des algorithmes qui vont constituer ce qu'on appelle une machine, une application, ce que vous voulez, un logiciel, et qui est capable de reproduire quelques traits de l'intelligence humaine, d'où, par abus de langage, ce mot intelligence artificielle. Alors, il y aura une question là-dessus justement. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner, Morad Atik, un ou deux exemples justement de cette capacité d'apprentissage de l'IA et comment ça se traduit ensuite en résultats concrets, en fonction, en application? Alors là, je vais vous amener à se poser la question des usages qu'on utilise de plus en plus. Maintenant, donc sur les usages concrets, maintenant quand on va à l'aéroport, on a de la reconnaissance faciale. Donc avant, il devait y avoir un humain qui compare la photo de votre passeport à votre visage. Donc maintenant, on a le choix, avec les passeports biométriques, de rentrer dans un SAS, il y a une caméra, avec ce qu'on appelle une technologie de computer vision, donc la reconnaissance faciale, et du coup, cette caméra, avec un algorithme, ce que je décrivais juste avant, elle a cette capacité à reproduire la reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale, c'est un mécanisme humain qui va reconnaître un visage, et donc un agent de police va vous dire « oui, c'est bien vous », il va douter, etc. Donc la machine, là, l'IA, elle ouvrira les portes parce qu'elle va reconnaître votre visage, elle va comparer l'image, la photo qu'il y a dans votre passeport, sur votre passeport, à votre visage. Ensuite, pareil, avec la reconnaissance vocale, reconnaissance d'image, etc. Donc, des exemples comme ça, il y en a plein et de plus en plus. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'intelligence artificielle? Est-ce que c'était une passion personnelle ou un intérêt plutôt professionnel? C'est la suite du parcours. C'est linéaire, c'est vraiment une suite logique. Avec mon frère Rabat, comme vous l'aviez dit, on a fondé Evolukid. On était 2 startups en France à l'époque, en 2015-2016, à prendre ce pari de vulgariser justement les algorithmes, les nouvelles technologies, les rendre accessibles pour le bien commun, pour acculturer les masses à ces nouvelles technologies. Notre philosophie, c'est de maîtriser ces nouvelles technologies plutôt que d'en être esclave. Il y a un grand débat là-dessus, c'est voilà, les technologies, elles nous inondent de plus en plus. Quelle position de l'humain par rapport à ces technologies-là? Donc, positionnement, c'est justement, mettez les mains dans le cambouis, touchez ces outils-là, manipulez-les, abonnez-vous, c'est-à-dire aux différentes applications, allez fouiner. On va recentrer la position de l'être humain qui a toujours été dans un environnement curieux, qui a toujours
depuis la nuit des temps, était curieux, observateur face à son environnement. Et du coup, au lieu de se renfermer, d'avoir peur, allez découvrir et faites-vous votre propre jugement. Donc nous, l'idée, on a mis ces technos, on a eu les premières imprimantes 3D, on a eu les premiers casques virtuels, de réalité virtuelle, on a développé les premiers applications de réalité augmentée. Et du coup, voilà, on met ça entre les mains des utilisateurs, des enfants, des ados, des jeunes adultes, des collaborateurs d'entreprise. Donc c'est ce qu'on faisait avec Evolukid. Et du coup, la suite, avec l'IA, c'est marrant parce qu'on a commencé nos premiers modules d'IA déjà en 2016-2017, où Rabat a fait de l'ingénierie pédagogique dans 2 ou 3 écoles d'ingénieurs, pour les Master 1, Master 2, donc c'était assez costaud. Et nous, on a vu, si vous voulez, un peu l'évolution de cette techno, comment elle s'est démocratisée. Avant l'IA, c'était des sujets de doctorants, de recherche. Ensuite, Rabat a participé là à rendre ça accessible pour les masters. Ensuite, voilà, pour les post-bac, lycéens, et voilà, maintenant même les collégiens. Et du coup, on a publié un livre en 2021, donc on a bossé dessus en 2019-2020, beaucoup plus Rabat, hein, vous l'avez compris, c'est Rabat, le cerveau technique et fonctionnel. Et du coup, on a publié ce livre-là qui s'appelle L'intelligence artificielle, tu connais, aux éditions Erol, avec un point d'interrogation, préfacé par Luc Julia. Julia, qui est l'expert mondial de l'IA, co-créateur de Siri, ex-CTO de Apple, et qui est maintenant, je crois, maintenant il est à Renault, je crois. Et donc, ce livre-là, il se voulait déjà pour rendre accessible l'IA, comprendre ce que c'est, d'abord avec de la littératie, et ensuite avec de l'applicatif. Et d'ailleurs, il commence ce livre avec un peu de la contextualisation, et tout de suite, Rabat propose plus de 20 applications de l'IA à travers le jeu. Plein à l'époque des applications de Google, affronter une IA au Pictionary, donc l'IA doit deviner ce que vous dessinez, affronter l'IA, voilà, plein de jeux, c'est ludique, c'est sympa, et Rabat, après derrière, il pose le cadre, et vous explique qu'est-ce qui se passe. Avec les différents volets de l'IA, que ce soit du NLP, donc de l'IA par le texte, ChatGPT, reconnaissance d'image, reconnaissance faciale, c'est ce qu'on appelle la computer vision, etc., etc. Alors donc vous avez développé ces dernières années vos propres projets, hein, vous en parliez, et là récemment, très récemment, le lancement de cette société Qu'est-ce qu'il y a Consulting. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette société, hein, sur Qu'est-ce qu'il y a Consulting, et sur les ambitions que vous poursuivez dans ce domaine? Super, donc c'est une bonne transition. Là, dans la question précédente, je me suis concentré sur Evolukid. C'est quand même c'était le départ, là où on a mis beaucoup d'énergie, notre engagement, etc. Vraiment acculturer les masses. Et ensuite, par entonnoir, on a recentré un petit peu. L'activité d'Evolukid est toujours active. On a toujours cette volonté de faire de la sensibilisation pour les 3-99 ans. Ensuite est venu un programme qui s'appelle Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a programme? Et là, on s'est concentré sur les étudiants avec cette double volonté. À la fois faire atterrir l'IA, donc les technologies dans les collectivités, c'est-à-dire dans la société civile, comment faire en sorte de produire des solutions innovantes via l'intelligence artificielle au plus proche des gens, des habitants, donc dans une collectivité. Le programme Qu'est-ce qu'il y a, il s'est opéré l'année dernière sur 7 territoires, de Lens à Marseille, en passant par Nantes, Rouen, Trappes, Grigny, Meaux et Marseille. Et dans ces territoires-là, donc première chose, développer l'innovation dans les territoires grâce à l'IA et rendre accessible et compréhensible cette techno dans la main des décideurs. Comment on va dire au maire de la ville ou au président de la métropole, ouais, faites de l'IA parce que ça peut optimiser plein de choses, ça peut être bien, s'il ne comprend pas ce que c'est. On peut le former. Pour nous, ce n'était pas assez suffisant. On va lui mettre dans la main une technologie développée, j'y viens au deuxième plan, par des étudiants de son territoire, principalement issus des quartiers populaires. Et c'est pareil, ces jeunes-là, ils sont dans des bonnes dynamiques, ils sont en Master 1, Master 2, Big Data, développeurs, mathématiques appliquées, statistiques, et on me contacte et on me dit j'ai du mal à trouver un stage. C'est eux qui conçoivent de A à Z le contenu de ces applications IA. Nous, on crée toute l'ingénierie pédagogique, on crée des templates de POC, Proof of Concept, des prototypes d'IA, et eux, en fait, ils reprennent les projets. On a des formateurs sur chaque territoire, formés à la méthodologie d'Evolukid, de Qu'est-ce qu'il y a, et ils redesignent et ils territorialisent ces projets
avec des données locales. C'est hyper intéressant. Ils vont prendre des données locales, ils vont même échanger avec les services de la ville pour avoir les bonnes informations et ils créent un prototype d'IA pour la ville de Trappes, par exemple. On fait ça en mode concours national. Les meilleurs projets locaux vont pitcher leur projet à Viva Technologies, Vivatech, le plus gros salon de la tech en Europe, avec qui on a un partenariat. L'année dernière, il y avait 450 personnes pour assister à cette demi-finale-là. Et les 3 meilleurs projets, ils vont à la Silicon Valley pour défendre, pour présenter leur projet. Et donc, c'est un rayonnement national et international. Donc, voilà, on va répondre à ces deux même, j'ai envie de dire, trois problématiques. 1, développer l'innovation dans les territoires. 2, accélérer l'employabilité des talents et faire émerger des rôles modèles dans les quartiers populaires, même la ruralité. Et 3, répondre aux besoins des entreprises qui prétendent manquer de ressources, de talents. On le ramène sur un plateau par la preuve et non par le CV ou par regarder ce qu'ils ont fait et non regarder ce qu'ils sont. Alors, vous parliez de la Silicon Valley. Est-ce que finalement votre société et peut-être quelques autres sociétés représentent l'avant-garde en France justement de la souveraineté économique française sur l'IA? Est-ce qu'aujourd'hui la France est en retard sur l'IA? Parce que finalement derrière cette question se joue aussi la question de l'autonomie, de l'indépendance et de la souveraineté, puisque c'est le concepteur de la technologie qui en commande et en détermine les usages et les applications et les limites, et d'où la nécessité finalement de développer ses propres compétences dans l'IA. Donc qu'est-ce qu'IA Consulting fait partie de cette avant-garde française dans l'IA? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette problématique? Oui, c'est évident que grâce à nous, on va sauver la France, bien sûr. Non, mais beaucoup plus sérieusement, on arrive au 3e volet du projet fondé par ces 2 frères-là, donc moi-même, Mourad, et puis mon frère Rabat, Evoluliquid, le programme Qu'est-ce qu'il y a et Qu'est-ce qu'il y a Consulting. C'est une suite logique et linéaire, c'est ce que je vous disais. Pour terminer, du coup, le programme Qu'est-ce qu'il y a qui donne de la visibilité et fait monter en compétence et en confiance ces jeunes-là. Mais moi, du coup, à la fin du programme, je me retrouve avec des prototypes d'IA qui ont été testés dans les territoires. Et c'est de l'IA avec des données locales. C'est même plus que des POC, Proof of Concept, c'est des POV, Proof of Value. Ça vient prouver la valeur d'un concept parce qu'il est testé. Et je me retrouve avec de l'innovation plus, des jeunes avec des gros talents. On avait 100 étudiants. Donc, quand on fait le focus, on a une dizaine de mes talents qui ont été honorés à Berkeley. Peut-être revenir sur cette anecdote, oui. Ouais, donc c'est des jeunes... Combien? Donc 12 lauréats. Ouais. Et surtout la promo de Trappes qui a été applaudie en France, à l'étranger, jusqu'à la Silicon Valley. Et du coup, dans le programme, on les amène à la Silicon Valley le 30 mars. Mais en dehors de ça, avec le buzz qu'il y a eu, ils ont fait la une du Parisien, ça a été vraiment bien médiatisé. Bah, ces jeunes-là ont été appelés à Berkeley, à Stanford, pour être honorés pour leurs travaux et pitcher et écouter ce qu'ils ont à dire. Et là, actuellement, là, donc ça, c'était une première chose assez incroyable. Hein. Et ils travaillent aujourd'hui à la Silicon Valley? Et là, j'ai 2 jeunes là qui sont à Détroit pour une prestation. Donc, ils ont lancé leur activité. Ils les appellent de l'autre côté de l'Atlantique. Ils y retournent. Ils vont à Nashville, près de Philadelphie, je crois. Il faut revoir un peu la géographie après. Et moi, je les ai appelés pour des prestations. Donc, de fil en aiguille, je me suis posé la question avec mon frère. Ben, je vais monter mon ESN, entreprise de services numériques, avec tout l'écosystème que j'ai réuni, mes formateurs, d'autres consultants qui me disent « Mourad, je bosse pour des grandes boîtes, je veux bosser avec toi. Tes projets m'intéressent. » Et je crois qu'il y a des questions sur l'éthique de l'IA. L'IA, ça reste un outil. Nous, on veut mener des projets éthiques avec cette technologie à laquelle on croit, mais qu'il faut utiliser de manière sciemment. Donc, voilà pour le projet Qu'est-ce qu'il y a Consulting, développer des vrais outils pour les entreprises, principalement, les territoires, fait avec des consultants experts, mais aussi des juniors qu'on veut lancer, comme un club de foot. Club de foot, il faut de l'expertise, il faut des joueurs cadres, mais il faut aussi donner la chance à des pépites, les tester et peut-être sortir des futurs Mbappé de l'IA ou des Messi ou des Ronaldo de l'IA. Je reviens sur ma question sur la France. Est-ce que vous considérez que la France est en retard sur l'IA? Vous parliez de cette sélection de jeunes que vous avez formés de Trappes, par exemple, et d'autres villes, qui ont eu leur chance aux États-Unis. Quelque part, on pourrait dire que c'est un échec pour la France
que de jeunes Français et Françaises formés en France par une société française, finalement, trouve son avenir et son destin aux États-Unis. Comment vous expliquez ça? Est-ce que c'est des problèmes, je sais pas moi, de discrimination ou de mauvaise image, ou est-ce que c'est un problème de retard du secteur économique sur l'IA qui fait qu'on n'est pas encore dans cette logique d'aller recruter, d'aller chercher les pépites, comme vous le disiez, qui sont présentes en France? Donc il y a deux questions, si je comprends bien. Il y a une question économique et une question sociale, voire sociétale. Sur la question économique, la France, c'est le top 10 de l'IA. C'est le top 10, si vous voulez, même de la formation, de l'éducation. On est quand même très bien classé. On va sortir parmi les meilleurs ingénieurs au monde. Bon, après, il y a les Indiens qui sont très très forts aussi, puis d'autres pays. Il n'y a pas que la France, bien sûr. L'innovation aussi, hein, parler économique. Même de l'innovation. Et là, la France est une place de rang mondial, hein, même si c'est plus le top 5. On va être dans le top 10 ou dans le top 15. Après, donc ça c'est en termes de jus de cerveau. Les meilleurs ingénieurs, ensuite, il y a la fuite des cerveaux aussi, hein, c'est aussi valable en France, ils vont aller aux États-Unis. Quand je parlais de Luc Julia, ou si on prend Yann Lequin c'est le CTO de Meta, de Facebook, il est français. Et il y en a plein comme ça, la Silicon Valley. Bon, maintenant, peut-être où il y a un retard, effectivement, c'est sur la gouvernance, sur l'autonomie des outils. Et là, il n'y a pas que la France, c'est l'Europe entière. D'où les levées de fonds incroyables là, de Mistral. Mistral qui sort son GPT, donc ils ont levé 500 millions d'euros, donc c'est français, pour avoir leur gouvernance et leur autonomie sur l'IA, sur le concurrent de ChatGPT. Les Allemands ont fait pareil, bien sûr, je crois que c'est plus d'1 milliard levé, et OpenAI, là, est en train de sortir un projet monstre, c'est sorti ces derniers jours-là, sur une levée, mais c'est même plus record, ils veulent réunir plus de 7000 milliards de dollars pour créer des usines et créer du hardware, c'est-à-dire au-delà de la compétence intellectuelle et créer des algorithmes de plus en plus puissants, ils veulent maintenant du hardware, c'est-à-dire des outils, des cartes électroniques, etc. Après, voilà, on va pas s'étaler là-dessus, mais donc la France est à une bonne position, il y a eu des investissements de masse, là il y a aussi, on pourrait dire qu'il y a un retard, peut-être moins que les voisins allemands, et bien entendu moins que la Chine et que les États-Unis. Donc là, encore une fois, il faudrait peut-être un peu plus investir hein, dans ces technologies-là. Maintenant, il y a quand même des travaux très intéressants en France. Les startups, là, avec la Startup Nation, on a investi dans des startups dans l'IA. La French Tech rayonne à l'international. Donc c'est toujours mitigé, oui et non. D'accord. Et sur l'aspect social, ça, c'est plus un secret, il faut le dire. La France, c'est pas un pays raciste, mais c'est un pays où il y a des discriminations qui sont de plus en plus grandes. Là, moi, je suis au cœur du réacteur. Là, c'est le terrain. Je suis pas sociologue, hein. Je peux pas vous faire une étude sociologique des choses. Quoique, on a peut-être tous lu les rapports de Deloitte. Un étudiant ou une personne. L'Organisation internationale du travail. Oui. L'OIT. Ouais. Deloitte. Ah, pardon. Le grand cabinet de conseil. Ah, pardon. Ou KPMG, c'est ces grands cabinets de conseil d'audit qui font des rapports sur l'employabilité, voilà, au sens large, et qui disent, je crois, c'est entre 10 et 20 fois moins de chances d'être recruté quand on s'appelle Mohamed, on a un nom à consonance africaine. Ça c'est évident, c'est même plus. J'étais en plateau télé, je m'énerve rarement, je n'étais pas énervé, mais j'ai dû un peu forcer un peu le ton, je sais pas comment on dit, mais j'avais repris comme ça de volet 4 personnes en face de moi qui disaient ouais mais non maintenant ça a changé, il y a la discrimination au travail, maintenant quand on est bon on est pris. Et c'est pas vrai ça, il faut le dire, il faut bien être clair, il faut nommer les choses. J'ai beaucoup aimé un article du Parisien qui est publié ces derniers jours, il y a peut-être un peu moins d'un mois là, ces dernières semaines, et qui disait 95% des étudiants qui ne trouvent pas de stage sont noirs ou arabes. Et plus issus de la diversité, ou que sais-je, noir ou arabe, il faut nommer les choses. Et c'est pas une insulte de dire à quelqu'un qu'il est noir ou qu'il est arabe. Moi, je suis français, mais je suis arabe. C'est pas antinomique. Donc, il faut bien nommer les choses. Moi, je suis contre le fait de tourner autour du pot, là, ou créer un peu du malaise sur une personne, je sais pas, un français de souche, comme on dit, il tremble comme ça devant toi. Oui, bon, apparemment, parce que vous êtes dit, je suis arabe. Voilà, t'es arabe, t'es noir, t'es blanc. C'est un marqueur. C'est même plus un marqueur. Et il faut être, je pense, hein, voilà, on rentre dans d'autres sujets, mais là, il faut être à l'aise avec ça. Il faut nommer les choses pour mieux les comprendre,
faut aussi avoir cette pédagogie, ce dialogue, échanger avec ceux qui veulent échanger, et ceux qui sont constructifs, bien entendu. Les autres, faut même pas les regarder, selon moi. Alors, vous le disiez tout à l'heure, et c'était le sens de l'action que je vais vous poser, Mourad Atik. Est-ce que ça n'a pas été une erreur monumentale de terminologie, de parler d'intelligence artificielle, puisque quelque part, l'intelligence est plutôt un attribut humain, en tous les cas, jusqu'à ce jour. Donc, en quel sens l'IA est une technologie intelligente? Ok. Ouais, après, ça, c'est tout. C'est de la sémantique, c'est du langage, c'est de la linguistique. Et c'est un peu provocateur, c'est de l'abus de langage. Mais il faut quand même comprendre ce qu'on dit avec Rabat, et Rabat pourrait peut-être mieux l'expliquer que moi, mais on va essayer. C'est que l'IA, c'est une technologie de rupture. Les technos, on a eu des innovations, il y en a toujours eu. Et dans l'histoire humaine, il y a des révolutions, révolution industrielle, etc. Là, on est dans une révolution digitale. Et le mot, on n'est plus dans une transition. Transition, c'est si on pouvait schématiser, selon moi encore une fois, transition, on a un peu cette image d'horizontalité. Transition, c'est un vecteur horizontal d'un point A à un point B. Révolution, pour moi, c'est exponentiel, c'est un boom, c'est plutôt vertical. Et là, on le voit, on le sent. ChatGPT, ça fait 1 an et demi, il y a eu des investissements en milliards. Il y a des technos qui ont émergé de plus en plus, des outils. Donc, voilà. D'où ça ne me choque pas ce mot, ce terme qui a toujours existé. D'ailleurs, si on vient à l'historique de l'IA, petite question pour les followers, là, comment on les appelle, les spectateurs, les auditeurs, les spectateurs. J'ai une question à vous poser. Comme ça, ils répondront en commentaire. Tu vois, je te fais l'interaction. Quand est-ce que ça a été créé, l'IA? C'est-à-dire, quand est-ce que le concept, le mot, le terme a été inventé? Je vous laisse 10 secondes. Ouais, ils peuvent répondre. Non, mais tu le sais, toi, ou pas? Non. Le monteur vidéo, là. Une fourchette. Quand est-ce que le terme... Il y avait peut-être de l'anticipation. Il y a beaucoup de nouvelles technologies qui ont été anticipées dans la littérature science-fiction. Je sais pas, Bradbury, il y a le siècle dernier. Pas mal, ouais. Le siècle dernier, quoi, les années 1950. Il est bon, le Foued, hein. Ouais, c'est ça, les années 50. Donc, tu vois, la techno, là, on en entend parler, le grand public, il entend parler de l'IA depuis, 5 ans maximum. Nous, dans les nouvelles tech, on savait, Rabat avait déjà travaillé, je crois, il me dit, les années 2000. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça avant que je lance Evoluquid, tu vois, 2015-2016. Rabat me disait, ouais, mais si, moi, en école d'ingé, on avait déjà simulé un truc sur de l'IA, donc les années 2005. Et les années 50, avec le test de Turing. Turing, un grand mathématicien. D'ailleurs, le film sur Netflix, il s'appelle Imitation Game. Je sais pas si vous l'avez vu là. Ouais. Où du coup, il joue le rôle de... Dans la Seconde Guerre mondiale, c'était une machine pour décoder les messages nazis. Il a créé le premier ordinateur. Et du coup, le test de Turing, c'est qu'il crée un algorithme où en fait, le test, il fonctionne si, au téléphone, quand tu réponds, en fait, il imite l'humain. C'est-à-dire que si au téléphone, comment il explique ça? Si au téléphone, tu fais pas la différence entre une machine et un homme, et ben le test il fonctionne. C'est-à-dire que la machine elle est bonne. Donc tu vois, donc il y a bien l'imitation de l'humain. Après on extrapole l'intelligence humaine. Il faudrait redéfinir c'est quoi l'intelligence. Il y a plusieurs caractéristiques. L'IA va reproduire, simuler quelques traits de l'intelligence humaine. Donc, dans un sens, c'est vrai. Par exemple, ces traits-là, il y avait l'apprentissage, le langage, le mimétisme. Le mimétisme, etc. Il y a plein de choses. Donc, par extrapolation, c'est vrai. Et bien sûr, il y a plein de nuances et plein de trucs qu'il faut creuser. Et puis, l'intelligence humaine, elle est tellement complexe. Tu vois, l'IA, comment elle fait pour apprendre? Il lui faut des millions de données. Ton fils, comment il reconnaît un léopard d'un guépard? En 2-3 coups, c'est joué. Il va se tromper 1 fois, 2 fois. Tu leur expliquais, tu vois, non, le guépard, il est un peu plus allongé, il est plus petit, il court plus grand, etc. Ah, d'accord. Il va se tromper 1 fois, 2 fois, et puis après, c'est bon. Et comment il différencie après le jaguar? Tu vois, donc on a une capacité d'intelligence humaine. Et c'est là que tu comprends, quand tu es dans les technologies, que l'intelligence humaine, c'est incroyable. C'est magnifique.
Oui, j'avais un débat avec Rabat comme ça. C'était pas un débat, mais il nous expliquait. C'était intéressant. Quand on va donner la possibilité à l'aveugle de voir, il va se passer quoi là? Les gens ils vont péter un câble là sur les réseaux. Ah, ça y est, c'est la fin du monde. L'aveugle, peut-être que dans les prochaines années, il pourra voir. Et quel est le lien avec l'intelligence artificielle? C'est pareil, en fait, l'œil, c'est une caméra. Donc, c'est de la reconnaissance d'image. Avec de l'IA, tu connectes, c'est de la technologie, en fait, tu vois. Et Rabat, il m'expliquait que là, maintenant, avec des capteurs et tout, tu pourrais. Bon, tu peux, théoriquement, maintenant, il faut le faire, il faut voir, faut investir, il faut essayer. Mais voilà, tu dis ça il y a 10 ans, tu dis, mais c'est... Là, maintenant, avec l'avancée des nouvelles technologies, bah, il y a plein de choses que maintenant, on pourrait peut-être corriger, refaire, parce que voilà... Alors, une autre question moralité qui nourrit tous les fantasmes, justement. Jusqu'à quel point l'IA est-elle autonome et indépendante de la décision humaine, puisque on a parlé de processus d'apprentissage? Ok, il y a un grand mythe là-dessus. C'est ce qu'on appelle l'IA faible et l'IA forte. Et tu as des... comment il s'appelle Du coup, tu as des scientifiques, des experts de l'IA qui sont pro... Laurent Alexandre, il s'appelle Laurent Alexandre, il me semble. C'est ça, Laurent Alexandre. Ouais, lui, il est pro IA forte et il fantasme et il dit attention, dans 20 ans, l'IA va prendre... Il te fait le... Transhumanisme un peu. Transhumanisme, il te refait le remake de Terminator, etc. En vérité, moi, en tout cas, c'est pas... moi, j'en sais rien. Mais en tant que praticien. En tant que praticien, je pense, hein, là c'est vraiment mon avis à moi, et Rabat, encore une fois, pourra peut-être plus étayer ça, et encore, je l'ai déjà entendu sur la question, il vient relayer en fait les faits. Les faits, c'est que comme toute technologie, comme toute chose, tu peux faire des bonnes, tu peux créer de la valeur et faire des choses éthiques, et puis tu peux, si tu pousses le concept, amener les outils à aller vers des choses qui sont pas très bonnes. Donc il y a de manière théorique ces hypothèses que l'IA, si tu l'entraînes plus, pourrait égaler, ou en tout cas être de plus en plus performante, eh bien c'est ce qui se passe. C'est que là, l'IA d'il y a 5 ans, de maintenant, plus il y a des données, plus... Quelle est la différence entre l'humain et l'IA? C'est la question qui se pose derrière ça. Parce qu'il y a un mimétisme de l'IA sur des fonctions intelligentes de l'être humain. Ouais, mais c'est un mimétisme, mais aucune prise de décision. C'est-à-dire que... Il n'y a pas d'autonomie. En tout cas, il n'y a pas d'autonomie. Il y a des prises de décision qui sont très limitées. Encore une fois, c'est assez impressionnant, voilà, sur ChatGPT ce que tu peux faire. Mais ChatGPT, avec tout ce qu'il peut faire, ça reste un stagiaire. Faut pas, ça reste un stagiaire. Il a le niveau d'un stagiaire de 3e. Fut. Tu compares pas un stagiaire de 3e avec un mec, avec un doctorant. Donc ça veut dire aussi que l'autre humain, il doit être un peu plus... c'est ce qu'on disait juste avant l'interview, là. C'est-à-dire que en fait, il faudrait maintenant, moi ce que je trouve intéressant, c'est amener l'être humain sur des champs où effectivement l'IA pourra pas comment dirais-je, te concurrencer. C'est quoi, la créativité, c'est la conscience, exactement. L'imagination, la créativité, la conscience. Voilà, ça reste du mimétisme, donc reproduire des tâches très bien faites, peut-être des fois mieux que l'humain, ça c'est vrai. Mais voilà, sur la... Oui, comme une calculatrice ou un ordinateur de calcul pourra faire des opérations que l'humain ne pourra jamais faire. Et du coup, tu vois, tout le monde sort sa calculatrice pour faire des calculs maintenant. Des calculs complexes, tu vas pas poser comme on le faisait il y a 50 ans peut-être. C'est peut-être comme ça qu'il faudrait voir les choses et aller se challenger vraiment sur... là, par exemple, l'IA à l'école, moi qui étais prof de maths, après prof de sciences, je savais que les élèves, ils pompaient pas mal d'infos sur Internet là, pour faire les recherches. Peut-être qu'il faudrait réévaluer les critères d'évaluation. Nous, on a un cadre de référence où on va enlever des points sur l'orthographe, on va enlever des... là, peut-être que tout ça, comme on sait qu'avec l'IA, ça peut être réglé, maintenant, il y a un autre débat, mais on va réévaluer, en fait, les étudiants, les hommes sur d'autres choses aussi, hein, sur le travail. Et il faudrait poser d'autres cas, il faudrait faire évaluer les cadres de référence, tout simplement. Donc là, finalement, il y a un retard énorme en termes de pédagogie et de réflexion sur l'éducation, justement sur cette utilisation de ChatGPT où les élèves donnent à ChatGPT fait les devoirs des élèves. Donc finalement, les élèves sont totalement aliénés aujourd'hui, c'est-à-dire ils n'ont plus d'apprentissage.
On parle aussi, on parlait d'autocomplétion, c'est-à-dire quand les applications que vous utilisez, le téléphone, le smartphone ou d'autres, vous suggèrent déjà les phrases, les phrases, etc. Voilà, et que vous n'écrivez plus rien. Donc il y a cette idée de perte du langage. Donc vous êtes confiant là-dessus? Alors il me semble que la question elle est un petit peu orientée, si je peux me permettre. En fait, pour répondre, parce qu'il y a eu plusieurs questions là, mais d'abord, qu'on parle de retard, en fait, des élèves qui utilisent ChatGPT par rapport au corps enseignant, si on reprend cette question-là, mais c'est toujours la même chose. Si tu prends les statistiques, la tranche 13-25 ans utilise ChatGPT à plus de 80%, 82 ou 83%. Et je sais plus que les 25-55 ans, c'est 27, même moins de 25%, je crois. C'est toujours pareil. Et ceux qui donnent les règles de vie, c'est les adultes. C'est ceux qui n'utilisent pas les outils qui vont donner le cadre de référence. Ça, c'est dérangeant, ça. C'est ceux qui ont le pouvoir. On est prêt, il faudrait challenger les politiques. Et tous ceux qui posent les lois, etc. Comment tu vas statuer sur quelque chose que tu connais pas? Voilà, donc c'est toujours pareil, il faut manipuler les choses. Donc le professeur, il faudrait qu'il ait la connaissance, une pleine connaissance assez approfondie des outils pour dire, voilà, moi je l'interdis ou pas. Donc pour moi, ça revient à la même chose, aux questions fondamentales, d'être maître des outils plutôt que d'être esclave. Donc pour cette question-là, avant de statuer, il faut bien comprendre les outils, comment ils fonctionnent, pour, encore une fois, peut-être faire réévaluer les cadres de référence, le système d'évaluation, etc. Alors, quelles sont les prochaines étapes de la révolution IA Morad Atiq? À quoi devons-nous nous attendre prochainement en termes d'application, en termes de nouvelles fonctions? Est-ce qu'on a des informations là-dessus sur les projets sur lesquels travaillent aujourd'hui les ingénieurs et les programmateurs de l'intelligence artificielle? Alors là, comme dans toute révolution, si on projetait sur des décennies, on peut fantasmer autant qu'on veut, mais en vérité, tous ces outils-là, ils sont nouveaux. Donc il y a un boom qui dure en général quelques années, mais ensuite il y aura une phase de stagnation. Il faut digérer tout ça. Il faut digérer tout ça. C'est là où l'éthique, c'est toujours pareil. On va en test, on fait des choses, et ensuite on se pose des questions. Peut-être qu'il faudrait les faire à l'inverse, mais bon. Mais en même temps, c'est pas plus mal parce qu'il faut tester les choses. Il faut voir. Il y a des dommages collatéraux, c'est évident. Il faut d'abord voir l'impact. Les écrans, moi je m'en rappelle les écrans. Si on revient sur cette question des écrans, au début c'était un marqueur social de dire j'ai acheté un écran à mon enfant de 3 ans parce que je veux qu'il ait de l'avance. Il faut laisser le temps de voir l'impact. Donc moi je me rappelle un ami qui ont discuté, j'étais moi-même impressionné, il n'avait pas encore d'enfant, son enfant de 3 ans qui manipulait la tablette, qui faisait plein de choses, il passait des heures par jour sur la tablette. Et pourtant Steve Jobs et d'autres interdisaient à leurs enfants d'utiliser les applications peut-être que, pour les protéger. Mais pourquoi? Parce que peut-être sûrement eux ils avaient déjà les outils avant, ils avaient peut-être vu dire l'impact, je sais pas, tu vois, ou ils n'ont pas le même budget de nous pour évaluer un outil. Nous, il faut qu'on teste l'outil et voilà. C'est pareil pour l'IA. Donc là, il y a eu des investissements de masse. Je pense encore une fois qu'on pourrait là discuter, fantasmer sur plein de choses. Donc là, on est en plein essor. Faut que ça stagne, qu'on se prenne du recul, qu'on teste ces outils-là. Parce que ChatGPT et tous ses concurrents, il y a plus d'une centaine d'outils d'IA génératifs qui sont sortis. Ben, il faut tester, tu auras une sélection naturelle. Et donc, moi, personnellement, je suis incapable de donner mon avis sur qu'est-ce qui va se passer, quoi la suite. Je pense pas beaucoup, d'ailleurs. Donc là, on est dans une phase de boom, tester des outils, stagner, prendre du recul et statuer. Alors, toujours dans cette idée de questionnement critique sur l'IA, on annonce également la disparition de 70 ou 80% des métiers existants, ce qui est colossal, hein, et donc ce qui fait craindre aussi la perspective écrasante d'un chômage de masse. Et même si on dit également que l'IA va créer de nouveaux emplois, cela ne semble pas pouvoir compenser la quantité de métiers qui vont disparaître. Alors est-ce que l'IA n'annonce pas, d'une certaine manière, la mort et la disparition du travail, au sens social du terme, et donc aussi, on pourrait s'interroger, la mort du capitalisme? Alors, est-ce que l'IA n'annonce pas la mort du travail? La question qui se pose, c'est quel travail? Les tâches répétitives, des fois dures ou pénibles, le but, c'est que l'IA vienne
effectivement, accélérer les processus, optimiser, rendre le travail moins pénible à l'humain. Et l'humain, de toute façon, il a toujours évolué dans ce sens-là. Comment, et c'est instinctif, hein, comment moins travailler? Comment faire des tâches qui sont le moins pénibles possible pour moi? Et donc, je pense, hein, c'est dans l'ADN, dans le code génétique, comment en faire le moins et pour vivre mieux. Donc je pense qu'on est dans cette même... voilà. Maintenant, ce que je dis tout à l'heure, c'est qu'on est dans une technologie de rupture. Une technologie de rupture qui vient... En fait, je pense, ce qui peut être dangereux, c'est que dans les transitions digitales et numériques ou dans les transitions tout court dans l'histoire de l'humanité, c'est toujours fait progressivement. Là, comme on est dans un boom, les choses peuvent se faire un peu trop rapidement, qui peut créer un déséquilibre. Donc, le chômage de masse, il peut arriver dans une période... On peut être déphasé par rapport à la techno qui est un peu trop en avance. C'était la disruption, on appelle ça la disruption. La disruption, ça peut être un peu trop disruptif. Maintenant, encore une fois, se réquestionner sur le cadre de référence. Il y a plein du coup de nouveaux métiers qui sont créés. L'ingénieur prompt, c'est quoi un ingénieur prompt? C'est quelqu'un qui c'est un peu une sorte de maître de stage de ce stagiaire que je décrivais tout à l'heure, qui est l'IA. Mais un stagiaire, il lui faut bien un maître de stage qui va lui donner des directives. Ben maintenant, il y a des ingénieurs prompts, c'est-à-dire donner les bons messages à ChatGPT et ses équivalents pour avoir le bon résultat. Et lui, il comprend ce que c'est l'IA, il comprend quelles requêtes demander, etc. Ça, c'est un nouveau métier. Le data scientist, data engineer, data analyst, tous les métiers connexes à la data et à l'IA, parce que derrière l'IA, c'est la data. Et j'ai envie de dire que le champ de la data est beaucoup plus vaste que celui de l'IA. Parce que pour faire des prédictions et faire des modèles prédictifs avec, du coup, créer des algorithmes d'IA, il faut de la donnée. Cette donnée, il faut la récolter, il faut l'analyser, il faut la classifier, il faut la nettoyer, il y a des métiers. C'était une vidéo, je me rappelle, sur YouTube que je montrais à des jeunes en 2017-2018, éboueur de la data. Aller nettoyer les données, les ranger, etc. Donc, il s'appellera pas comme ça ce métier, mais tellement on aura de la data en masse qu'il faudra, comme dans une bibliothèque, il y aura peut-être des métiers en intérim, en manœuvre. Il y aura peut-être des assistants techniques qui seront entre guillemets au bas de l'échelle, qui seront juste, comme on range des rayons, il faudra ranger des données. Entre guillemets, uniquement des métiers dans l'informatique, la programmation, alors, le data ou alors au niveau de qualitatif supérieur de l'IA. Mais qu'est-ce que vous faites, par exemple, des métiers comme la médecine? On parle même de médecins qui vont disparaître, c'est-à-dire la profession de la médecine. Ouais. Voilà. On parle même, j'ai même entendu parler de chirurgie. Pour vous dire, c'est peut-être prématuré aujourd'hui, mais quand vous voyez ce bouleversement colossal qui ne semble pas être compensé quantitativement, voilà, comment on peut se projeter sur ça? Alors, pour le coup, les premiers métiers je pense qu'il y a un biais dans ça. Moi, quand on me pose la question, comme je suis technophile et dans le métier, tout de suite, je pense aux métiers liés directement, intrinsèquement à la data et à l'IA. Mais en fait, l'IA, c'est transversal. Dans le marketing, maintenant, il y a de l'IA. Cadreur, monteur vidéo, il me disait, moi, j'utilise beaucoup l'IA pour la transcription, pour le cadrage, pour le son, etc. Donc, c'est très transverse. Et là, on le voit dans ces métiers-là, où son métier à lui ne change pas. Par contre, il va être aidé par l'outil. Il va être aidé. Donc, ma vision à moi, c'est qu'on va augmenter, on va améliorer beaucoup de métiers, je pense la plupart. Effectivement, des métiers... Alors, je dis n'importe quoi. Est-ce que les radios... Alors, on parlait... c'est l'histoire du radiologue. Le radiologue qui, lui, interprète des radios. Donc, à l'œil nu. C'est ce qu'il fait. Avec ses connaissances, il regarde. Donc, c'est de la reconnaissance d'image. C'est de la reconnaissance d'image. Et il dit, bon, je pense, il parle que au conditionnel. Peut-être que, effectivement, ça serait une tumeur. Quoi? Alors, on parle au conditionnel, peut-être que, effectivement, ce serait une tumeur. L'IA, déjà, va être beaucoup plus fiable. La question qui se pose, est-ce que le radiologue, il fait que du diagnostic sur une radio? Non, il fait pas que ça, le radiologue. Il fait beaucoup de choses en amont, après, etc. Mais sur cette fonction, à la fin, quand il faut donner le diagnostic, peut-être là, au lieu de lui le donner à l'œil nu, regarder comme ça sur le mur avec les lumières, là, il dira, écoutez, l'outil a dit qu'à 98%, et c'est l'IA, c'est des statistiques. Donc c'est du conditionnel, mais
s'il y a marqué 98, en fait, il est en train de vous dire que vous avez une tumeur, là, c'est sûr et certain. D'ailleurs, les détecter mieux. Alors nous, on peut débattre, mais si c'est votre maman ou vous-même ou votre enfant qui a potentiellement une tumeur, on est bien content que l'outil dit à 98%. Et l'a détecté bien en amont. C'est comme ça que je vois les choses et que je pressens les choses. Alors une dernière question critique, Morad Atik, pour boucler un peu cette réflexion, qui est quand même très importante par rapport aux enjeux sociétaux qui s'annoncent. Bon, il y a certains experts, comme donc il y a un philosophe qui s'appelle Eric Sadin, qui a beaucoup travaillé sur l'IA, et donc qui explique que l'intelligence artificielle est au service exclusif de ce qu'il appelle le technolibéralisme, c'est-à-dire la technologie au service du développement financier. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Vous annonciez tout à l'heure, vous rappeliez les chiffres colossaux pour les investissements qui ont été mis dans différentes modalités de l'intelligence artificielle, en Europe notamment, ou même ailleurs. Et donc, forcément, s'il y a des investissements aussi colossaux, il y a des retours sur investissement. Est-ce que toutes ces potentialités offertes par l'intelligence artificielle vont être consacrées exclusivement au profit et aux orientations, par exemple l'étude du comportement humain pour ensuite avoir des propositions commerciales, hein, comme ça existe déjà sur les algorithmes, hein, mais de manière beaucoup plus prononcée. Voilà, donc comment on se protège finalement? Vous parliez d'éthique aussi, il était important de remettre de l'éthique dedans. Comment on peut remettre encore de l'éthique dans un complexe économique qui est orienté vers le technolibéralisme? Ok. Alors je crois que l'histoire de l'humanité a montré qu'à chaque fois qu'il y a de l'investissement, de l'argent, des gros sous, c'est même systématiquement au service des grandes firmes, des grandes entreprises, pour le développement, pour la croissance, etc. Donc c'est pas une grande découverte ce qu'il dit. Je pense qu'on va dans ce sens-là. C'est-à-dire que en général, qui dit technologie dit qui dit nouvelle technologie dit investissement dit moyen. Et en général, ça se fait pas. En fait, c'est pas des problématiques sociétales. En fait, on va pas se poser la question de l'ouvrier. Comment Miskin, il travaille dur, il a mal au dos. On va pas dire, on va développer un outil parce que le taux de scoliose il a augmenté. Et les pauvres et tout, c'est pas comme ça qu'ils réfléchissent. Malheureusement, je fais un constat. On peut produire plus, etc. Et accessoirement. C'est là où peut-être c'est un peu on dommage. Justifie parfois pour le progrès médical. Voilà. C'est ça. Il y a une stratégie comme ça de marketing. Faut être clair et net, mais bien sûr que c'est pour la croissance, c'est pour le développement, c'est pour le capitalisme, c'est pour ce que vous voulez. Mais rarement tout directement au service de l'humain. Maintenant, depuis le Covid, on est en train de se dire, attends, à un moment donné, il y a une maladie qui apparaît, quand on fait la... Moi, je me rappelle, hein, quand j'avais les premiers milliers, dizaines de milliers de morts, il disait peut-être qu'on va revivre la grippe espagnole. Combien? 19 ou 20 millions de morts. Peut-être plus, je crois. Puis moi, au début, je me disais, mais non, c'était avant, ça. Puis après, on a vu 1 million, 2, 5, là, je sais pas, si on compte tous les morts cumulés depuis 2020, peut-être il y a eu quoi? 10, 15 millions de morts. C'est pas plus. Et du coup, je pense que l'être humain, quand même, il a des petites fulgurances. Il se dit, il faut quand même aussi... Donc, il y a de plus en plus de mouvements qui sont centrés sur l'humain, sur l'humanisme, etc. Et je pense que c'est des mouvements qui prennent un peu plus d'ampleur. Ça reste du lobbying. Et ça reste... un rapport de force, quoi. Rapport de force, exactement. Les gens sont intéressés par quoi? S'il y a une tendance, là, sur le climat, etc., les entreprises, de plus en plus, elles disent, bon, oui, mais il faut que l'outil soit compliant il soit éco-compliant à l'écologie, etc. Sinon, ça passera pas. Même ça rentre après dans les mœurs des investisseurs, etc. Donc, oui, bien entendu que les outils, etc., ils sont au service du développement des entreprises, des grosses firmes, etc. Et comment dirais-je, j'apporte des nuances en disant, il y a des mouvements que je suis, auxquels j'ai participé, sur le climat, sur plus d'égalité sociale, etc., qui prennent de plus en plus aussi de poids, et ces gros investisseurs et ces grosses boîtes, elles ont pas le choix d'être plus à l'écoute de ces masses qui posent des questions qui sont de plus en plus audibles. Donc voilà ce que je pourrais dire. Très bien. Alors, un peu pour conclure cet entretien, Morad Atik, donc on a compris finalement la nécessité
pour le public de se réapproprier Ouais. cette nouvelle technologie, donc de l'intelligence artificielle, de mieux la saisir, de mieux la pratiquer pour pouvoir justement ensuite adapter cette technologie au développement de l'être humain et au développement des fonctions sociales. C'est un peu l'approche que vous avez défendue dans cet entretien, d'où la nécessité, d'où l'importance finalement de sociétés qui émergent comme celle que vous avez lancée. Alors pour un peu aller un peu plus loin et pour conclure l'entretien, tout simplement, quel conseil vous donneriez aujourd'hui à tous les jeunes qui nous regardent Ouais. sur l'utilisation de l'intelligence artificielle? Ok. Donc, pour répondre à cette question et puis pour conclure en général, ceux qui écoutent votre chaîne et qui la regardent, c'est des gens bien, on est d'accord. Ben, je vais dire à tous ces gens bien, euh, s- donnez-vous les moyens, donnez à vos enfants les moyens d'être des décideurs. Parce que quand vous êtes des gens bien, si demain vous êtes décideur, vous êtes décideur, vous êtes des gens bien et vous êtes formés, vous comprenez ce qui se passe, ben vous aurez un poids sur un go, un no-go, c'est-à-dire une validation ou pas d'un outil. Mon frère, qui est quelqu'un de très très bien, mon frère, bah, on lui a proposé un poste, c'était dans la défense, pour développer un outil bah, pour la guerre. Très bien payé, il a refusé, parce que c'est quelqu'un de bien. Et c'est ça qui est intéressant. Donc le conseil, il est très simple. Hein. Je déteste le syndrome de la pleurniche. On voit les choses, on vous avertit, après on pleurniche. Et puis des personnes dans tous les secteurs disent « Ah mais je vous l'avais dit il y a 5 ans. » Bah là, vous êtes avertis. Donc, formez-vous, touchez les outils, c'est pas compliqué. On vous demande pas de développer les outils, on vous demande de déjà télécharge le truc, va sur ChatGPT, il y a une version gratuite. ChatGPT, apparemment, il n'y a pas d'apparemment, vas-y, fais. Moi, à chaque fois qu'on me dit va pas là-bas, j'y vais. Va pas là-bas, eh ben, j'y vais pour regarder. Et à chaque fois, hein. Ouais, je fais c'est la fin de l'interview. Ouais, Dubaï, c'est nul. Je suis parti de Dubaï, moi, Dubaï, je trouve ça super. Hein. J'y vais pour un besoin, quand j'ai envie de. Voilà. J'y vais pas, et des fois, j'ai envie d'aller plutôt vers la nature. Bon, c'est un conseil vraiment très global. On va vous dire l'IA c'est dangereux, l'IA c'est nul, l'IA attention, l'IA c'est la fin du monde. Allez toucher ces outils-là. Et je parle même à tout le monde, jeunes, moins jeunes, et cette jeunesse-là, elle a pas froid aux yeux. Pendant que vous, parents, vous posez plein de questions, ton fils, ça fait 50 fois qu'il est sur le ChatGPT ou sur d'autres choses. Donc, vous posez pas trop de questions, allez faire les choses, c'est pas compliqué. Moi, j'ai formé ma mère à Facebook, à WhatsApp, etc. Elle maîtrise mieux que moi encore. J'ai fait des stories, comme ça, des stories, fais ça, comment on fait ça, et elle apprend. Ma mère, elle a une phrase incroyable. Ma mère, elle me dit, لو كان قريت وليت ingénieur ou la docteur. C'est une confiance en soi de fou, ça. Elle dit, bon, pour traduire, si moi j'avais fait des études, j'aurais été ingénieur ou docteur. Elle est hyper intelligente, ma mère, elle a un niveau C1. Et elle n'a pas froid aux yeux. Et voilà, donc ayez confiance en vous, ayez confiance en vos enfants. Attendez pas que d'autres mettent de l'éthique dans les outils, mettez-vous l'éthique. Téléchargez ce qu'il faut, ensemble, avec vos enfants, montrez-leur, formez-vous aussi. Ouais, mais je sais pas, si c'est un peu plus complexe, tu chopes un tuto sur YouTube. La connaissance, elle est là, elle est là maintenant. Donc vous allez, vous écoutez une vidéo avec votre enfant, votre ado, votre mari, votre femme, et puis 15 minutes, il t'explique comment faire ça, 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 ça. On parle pas de formation pour être ingénieur en IA. On parle comprendre, manipuler un outil, les outils d'IA générative, Midjourney, etc., c'est-à-dire qui créent des photos. Il y a 1001 outils. Dès que vous voyez un truc passer, posez-vous la question, allez faire des recherches, regardez comment ça fonctionne et faites-vous votre propre jugement. Et après, quand votre jugement il sera biaisé, bah, il y en a qui connaissent mieux et du mieux, comme dans toute science. Il y a des niveaux, il faut aller chercher le savoir. C'est une belle touche d'optimisme et d'avenir, de projection sur l'avenir. Merci beaucoup, Mourad Atik. C'est la fin de cet entretien. Merci à tous nos auditeurs et téléspectateurs de nous avoir suivis. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne. Et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission sur Mizan TV. Merci. Merci beaucoup.